Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc nous allons voir maintenant la théorie des perturbations dites stationnaires, parce qu'on parle d'états d'énergie définis. Alors, la théorie des perturbations est extrêmement importante en physique et déborde d'ailleurs largement du cadre de la mécanique quantique proprement dite. Elle est aussi utilisée en physique classique et en théorie quantique des champs. C'est un outil très puissant et très utilisé. Alors, on discute là d'un cas où on a une solution exacte et où on applique une petite perturbation au système. Donc, on a un Hamiltonien du système, H, qu'on peut décomposer en deux parties, notées H0 plus H', et où H0 est un Hamiltonien plus simple pour lequel on a des solutions connues, exactes. Par exemple, un ensemble de fonctions d'onde UM d'énergie EM. Et H' est une petite perturbation, c'est-à-dire que en valeur numérique, la grandeur de cet Hamiltonien est petite. On recherche bien sûr à résoudre l'équation de Schrödinger, h fois la fonction d'onde, est égal à W fois la fonction d'onde. W étant l'énergie recherchée. On ne la note pas E pour ne pas confondre. Alors, pour mettre en place cette méthode, on va généraliser un petit peu la situation et on va prendre comme Hamiltonien H0 plus lambda H', où lambda est un paramètre de petite valeur qui varie entre 0 et 1. Lorsque lambda égale 0, on a bien sûr le cas non perturbé pour lequel on connaît les solutions. Et pour lambda égale 1, on retrouve l'Hamiltonien complet. On fait l'hypothèse que les solutions varient doucement avec lambda. C'est-à-dire que lorsqu'on fait varier la valeur de lambda, on n'a pas de discontinuité brutale. Les fonctions d'onde et les énergies varient de manière continue et douce. Cette hypothèse n'est d'ailleurs pas toujours vérifiée, il faut parfois être prudent. Et à la fin des calculs, quand on a tout fini, tous les développements, on pose bien sûr lambda égale 1 pour avoir le cas recherché, H0 plus H'. Alors on va développer la fonction d'onde en une série de puissances de lambda. C'est-à-dire qu'on écrit psi comme psi 0, qui est une solution non perturbée, plus psi 1 fois lambda, psi 1 est une fonction à trouver, bien entendu, plus psi 2 fois lambda carré, plus, etc., lambda cube, lambda exposant 4, etc. Lambda étant plus petit que 1, les termes ici sont généralement très petits et il suffit de calculer quelques valeurs. De même, on pose l'énergie recherchée comme W0 plus W1 fois lambda plus W2 fois lambda carré plus etc. Alors, on remplace ces formes dans l'équation de Schrödinger, et puisque l'équation doit être valable pour toute valeur de lambda, peu importe la valeur de lambda, alors on peut, dans le calcul, comparer les termes sans lambda, les termes avec lambda, les termes avec lambda carré, et ainsi de suite. Et on obtient ainsi un ensemble d'équations H0 moins W0 fois psi 0 égale 0, H0 moins W0 fois psi 1 égale
W1 moins H' fois psi0, H0 moins W0 fois psi2 égale W2 moins, W1 moins H' fois psi1 plus W2 fois psi2, etc., etc., etc. On obtient donc un ensemble d'équations et on voit que pour obtenir les valeurs de psi0, oméga W0 psi0, il suffit de prendre la première équation, puis pour obtenir psi1 W1, on prend la deuxième, et ainsi de suite. On peut donc résoudre étape par étape et trouver les différentes valeurs des psi et des W. Et il suffit d'en prendre un nombre suffisant pour avoir une précision suffisante. Cette équation-là n'est rien d'autre que celle-là. C'est l'équation de Schrödinger pour l'hamiltonien non perturbé, dont on connaît les solutions. UM, EM. On va donc choisir une solution psi0 égale UM avec une énergie W0 égale EM. La solution choisie dépend bien sûr du problème qui est résolu. Et on peut faire le calcul pour toutes les solutions possibles. Notons, quand on examine ces équations, on constate que si S est une solution, S étant égal à psi1, psi2, psi3, etc., alors si S plus une certaine constante x fois psi0 est également une solution. Donc il y a une certaine liberté dans les solutions que l'on peut trouver. Donc on va faire un choix. On choisit la valeur de x, ici, de manière à ce que le produit scalaire de psi0 et psi-s soit égal à 0. Pour que les fonctions soient orthogonales. Ce choix simplifie beaucoup les calculs. C'est pour ça que l'on fait ce choix. Alors, avec quelques calculs très simples, on trouve ainsi que WS est égal à psi-s, virgule, le produit scalaire de psi-s et de h' psi-s-1, divisé par psi0, donc le produit scalaire de psi0. Et avec les choix qui sont faits, cela donne le produit scalaire de UM H' psi S-1. Donc on voit que l'énergie à l'ordre S ne dépend que des solutions à l'ordre S-1, l'ordre précédent. Donc on a la valeur de psi0 et de W0. On peut donc calculer W1. Une fois que l'on a W1, avec les équations, on peut calculer et chercher psi1. Une fois qu'on a psi0 et psi1, on peut calculer W2. Et ainsi de suite. Et on poursuit les calculs. En particulier, pour W1, on trouve que W1 est égal à la valeur moyenne de H' dans l'état M. Pour résoudre psi1, on le développe en série, donc on fait une somme ou une intégrale, ça dépend si le spectre est discret ou continu, de AN1, donc des coefficients au premier ordre, ici, fois UN. Donc, on fait un développement sur les fonctions de solution de H0 qui peuvent servir d'état de base. Et donc, on développe sur cette base. Et après quelques calculs, avec l'équation ici, on trouve que AK1, donc la quatrième valeur au premier ordre, est égale à
M H' M divisé par EM point EN avec, pardon, EM moins EK avec M différent de K. Et en fait, à cause de ce choix-là, A, M au premier ordre est égal à 0. Et on peut continuer comme ça le calcul pour obtenir W2, Psi2, etc., etc. Alors, comme exemple très simple, un exemple très simple qui est un bon exercice, c'est de prendre l'oscillateur perturbé. Donc on prend un oscillateur dont l'hamiltonien, que vous avez déjà vu, est P carré sur 2 mu, mu la masse de l'oscillateur, plus 1 demi K x carré. K étant la constante de raideur du ressort, si l'oscillateur est un ressort. Et on rajoute une petite perturbation, 1 demi bx carré, où b est supposé petit. Les solutions pour cet oscillateur perturbé, non perturbé, pour l'oscillateur normal, les énergies sont simplement m plus 1 demi fois h bar fois la racine carrée de k sur mu. Notons que cet exemple est vraiment trivial. Parce qu'ici, on a 1 demi kx carré, et là, 1 demi bx carré. Donc, ça revient à avoir un oscillateur avec un coefficient ici qui est k plus b. Et donc, il suffit de remplacer k par b dans les solutions pour avoir les solutions exactes. Malgré tout, appliquer la méthode des perturbations est assez instructif. L'avantage d'être relativement simple dans ce cas-là. Alors, on a besoin de calculer la valeur moyenne de H' dans un état donné, c'est-à-dire la valeur moyenne de x carré. Ça, nous avons vu la théorie de l'oscillateur harmonique, et notamment la formulation matricielle. Et à partir des solutions matricielles, pour les différents états, ce calcul est assez facile à faire. On obtient 1 sur 2 alpha carré fois racine de m plus 1 fois m plus 2 lorsque n est égal à m plus 2. Avec alpha est égal à mu k sur h bar carré exposant un quart. On obtient également une formule semblable pour lorsque n égale m, une formule aussi assez proche lorsque n égale m moins 2, et les valeurs valent 0 dans les autres cas. Ayant cela, on peut calculer alors la valeur de W1 et W0, W, l'énergie totale, sera W0 plus W1, puisque dans le calcul final, on pose lambda égale à 1. Et on obtient ainsi que l'énergie égale M plus 1 demi fois H bar fois racine de K sur mu fois 1 plus B sur 2K. Et si on fait le calcul jusqu'au deuxième ordre, on obtient plus B carré sur 8K carré. Voilà la solution obtenue en appliquant la théorie des perturbations. Alors notons que, comme je vous l'ai dit ici, la solution exacte est connue. Il suffit de remplacer K par K plus B. Or,
sachant que B est petit, si on développe la racine carrée en série, on obtient en fait exactement ceci. Ce qui confirme le résultat. Notons que plus haut ici, pour trouver les solutions de psi, nous avons divisé par EM moins EK, avec M différent de K. Sinon, on diviserait par 0, bien entendu. Mais que se passe-t-il s'il y a une autre valeur de EK qui a la même valeur que EM? C'est-à-dire si l'état choisi ici est dégénéré. Plusieurs états de la même énergie. Le calcul ici convient parfaitement si UM est non dégénéré, c'est-à-dire si la valeur de EM est unique. Les autres états pouvant éventuellement être dégénérés. Mais si l'état choisi est dégénéré, alors on a un problème ici parce qu'on va diviser par 0. Alors pour faire ça, on choisit une combinaison linéaire d'états de base dégénérés de façon à faire disparaître des équations les termes gênants. Ça complique un peu les choses. Alors je ne vais pas détailler ça ici, je ne vais pas vous développer ces calculs-là, mais avec quelques étapes de calcul supplémentaires, on s'en sort sans réelle difficulté. Donc voilà pour la méthode. Alors, dans la prochaine vidéo, nous verrons son application à deux effets importants dans la physique atomique. C'est l'effet Zeeman et l'effet Stark. Je vous remercie.